bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Faire du sport, est-ce dangereux pour les femmes? Remarques sexistes et comportements inappropriés. Pour courir sans risque, une association des Hauts-de-France propose une pratique collective et féminine du sport en extérieur. Un reportage de WEO TV à découvrir dès le début de ce journal. Une belle histoire aussi dans cette édition, celle d'un retraité breton devenu ami avec un pigeon. Homme et animal ne se quittent plus depuis que le premier a porté assistance au second. Une amitié tout sauf volatile que nous fera découvrir TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Enfin, de la fiction à la réalité, la pratique du sabre laser n'est plus réservée qu'à la série Star Wars. Elle se développe en France dans des clubs d'escrime reconnus sport officiel. Le sabre laser attire de plus en plus d'adeptes. Un sujet en fin de journal de 7 à Limoges. Faire du sport seul, en extérieur, peut parfois générer des craintes chez certaines personnes. Agressions verbales, physiques, regards insistants. Nombreuses sont les femmes victimes de gestes déplacés durant la pratique de leur activité sportive. Créée en 2020 à Amiens, l'association Les Runardes propose à toutes et à tous de pratiquer une activité sportive en groupe. L'objectif, se préserver des possibles agressions, mais aussi se soutenir mutuellement dans l'effort. Un sujet de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Le concept, c'est qu'on laisse personne tout seul pendant la course. Si y a quelqu'un qui court moins vite, on va essayer de laisser quand même au moins une personne avec elle. Elles ne se connaissent pas, pourtant ces femmes se réunissent pour une séance de sport en groupe et en sécurité. Quand je cours toute seule, selon les endroits, je cours dans les champs. À la campagne, je ne suis pas forcément rassurée. Je préfère vraiment être en groupe. Après la motivation, parce que quand on est tout seul, quand on a envie d'arrêter, on a les copines qui motivent. Et on est parti. Allez, on y va. Courir ensemble pour se sentir libre et à l'abri, c'est le mot d'ordre de celles qui se font appeler les renardes. Chaque semaine, le temps d'un jogging, l'association réunit celles et ceux qui craignent de pratiquer une activité sportive seule et en extérieur. Celles et ceux qui chaque jour subissent les regards, les mots, les gestes déplacés. Il y a quelques semaines, il y avait un événement à la Haute-Oire et il y a des personnes qui se sont permises de nous interpeller de manière gentille, mais c'est pas agréable en tant que femme à entendre. Et du coup, le fait d'être seule, c'est jamais très rassurant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec tout ce qu'on entend. Ça me fait peur. C'est pour rassurer ses proches et ne plus avoir peur qu'Emma créait il y a 1 an les Renardes. Aujourd'hui, 700 personnes suivent l'association sportive sur les réseaux sociaux. La preuve d'un réel besoin. Désormais, les objectifs sont multiples, se préserver des agressions physiques et verbales, partager ses expériences, mais avant tout, se défaire de l'image que certains se font des femmes. Si elles sont en legging dans la rue, c'est pas parce qu'elles veulent attirer l'attention des gens, c'est juste parce qu'elles veulent faire du sport et prendre soin de leur santé. Donc, je pense que c'est une question d'éducation. Et puis, faut qu'on se mobilise plus, nous, entre femmes, et même pas entre femmes, entre humains, pour se soutenir et faire en sorte qu'il y ait moins d'insécurité à l'extérieur. Selon une étude menée par le magazine Runner's World en 2016, 43% des femmes assurent avoir déjà été victimes de harcèlement durant un jogging. De leur côté, les renardes envisagent la création d'une application mobile pour que la meute grandisse encore. Reposez-vous bien, buvez bien de l'eau, mangez bien la cantoche. Voilà, et faire du sport peut être aussi compliqué par manque de temps. En Bretagne, un coach sportif a eu la bonne idée d'installer une salle de sport mobile dans son camion. 20 mètres carrés suffisent pour accueillir machines et équipements. Avantage de cette idée, les clients peuvent rester à proximité de leur domicile pour transpirer. Un sujet de Capucine Colin-Guilochin pour TVR. En matière d'optimisation de l'espace, Akan Gurel est un as. Dans les 20 mètres carrés de son fourgon, il a imbriqué une multitude d'appareils de musculation. La raison, le coach et sa salle se déplacent à domicile, un concept inédit dans le département. Pendant le confinement, moi-même, j'ai pas pu faire de sport parce que les salles ont été fermées. Et là, à ce moment-là, on a eu l'idée de faire du sport dans un véhicule. Clé en main, les clients ne sortent pas de la salle, donc Akan joue au Tetris en permanence. C'est un peu de logistique quand même. Juste ça, c'est le maximum. Et cette organisation, c'est le fruit de 8 mois de réflexion. Il faut optimiser un maximum et il faut que ça soit assez beau à voir aussi. Faut pas que ça soit mis n'importe comment. La sécurité avant tout aussi. Nickel. L'ancien footballeur professionnel a lancé FitProf il y a 1 mois. Déjà, il accompagne une quinzaine de clients, mais surtout des clientes.
Je suis une maman célibataire, donc j'ai mon fils une semaine sur 2. Ça me permet aussi d'être assidue, voilà, de faire quand même. Il vient jusqu'à chez moi, même mon fils est chez moi. Je peux faire ma séance de sport, il est là, enfin voilà. Ce que je peux pas faire si je suis dans une salle pour le coup. Du renforcement musculaire à la remise en forme en passant par le crossfit, le coach propose des cours adaptés, de quoi se dépasser en toute intimité. Près de 60 000 nouveaux cas sont détectés chaque année en France. Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus répandue chez la femme. Soigné suffisamment tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. Cependant, les séquelles psychologiques, elles, sont beaucoup plus difficiles à soigner. En Martinique, une association aide les femmes à reprendre confiance en elles grâce à l'Equi-Coaching. Chevaux et femmes créent une relation à travers leurs émotions respectives. Explication de Caril Chassol pour la rédaction de Via ATV sur place. Guider un cheval sans communication verbale, un exercice complexe d'Equi-Coaching. Pourtant, après quelques essais infructueux, Priscilla et Manuela y parviennent. Ces deux femmes, touchées par le cancer du sein, ressortent plus confiantes de cette expérience avec l'animal. Au début, j'étais un petit peu sous pression. Donc, ce qui fait que justement, l'animal était aussi un petit peu sous pression. Donc, je me suis un peu détendue. Et c'est vrai qu'après être passé, on a ce lâcher prise, on se sent détendu et on a même envie de recommencer, quoi. Quand je suis sortie du box, du moins de la carrière, il est passé sur le fil, il est venu me rejoindre. L'air de rien. Si un animal, surtout un cheval, s'il ne se sent pas en confiance, il ne va pas aller vers quelqu'un. Et la preuve, là, il reste super bien. C'est que tu as confiance. Le lâcher-prise et l'amélioration de la confiance en soi font partie des bienfaits de cet exercice. Le cheval ressent la personnalité de son interlocuteur et lui permet de se rendre compte des aspects à améliorer. Ça permet de prendre conscience de nous-mêmes, de l'impact de notre comportement. Ça va leur permettre d'être un petit peu plus assertifs ou d'avoir plus d'écoute ou d'avoir plus de possibilités ou plus de facilité dans la gestion du stress qu'ils ont. Ça va leur procurer un mieux-être. Ça va les aider à avoir plus de confiance en elles-mêmes et à finir cette bataille qui demande beaucoup de soi-même. Ce type d'accompagnement est une première pour les membres des Amazones en Martinique. Une activité aux bienfaits physiques et mentaux durant et après le parcours de soins des femmes. Le fait de pouvoir faire découvrir cette activité aux femmes que nous accompagnons, notamment celles touchées par le cancer du sein, est une activité qui rentre complètement pour une reprise de confiance en soi quand on sort du parcours de soins. L'activité par le cheval permet un accompagnement pour travailler sur les émotions qui peuvent être parfois enfuies. Outre le cadre thérapeutique, l'Equi-Coaching est parfois utilisé par les entreprises dans l'Hexagone en tant que test de personnalité dans le cadre de recrutement. Une agriculture 2.0 tout en conservant des méthodes ancestrales. La technologie s'immisce de plus en plus dans le monde agricole. En Haute-Savoie, par exemple, un exploitant est aidé par des robots pour s'occuper de ses bovins. Un gain de temps, mais aussi d'énergie qui lui permettent de générer un emploi du temps beaucoup plus facile. Reportage de Manon Toiti pour la chaîne 8 Mont-Blanc sur place. Ramasser le lisier, rapprocher le foin frais et traire les vaches, ce sont des tâches répétitives et énergivores pour un agriculteur. Depuis 2005, François Chameau a un robot pour la traite. À l'époque, c'était une révolution, mais aujourd'hui, la quasi-totalité des éleveurs en utilisent. Et depuis 2 ans, François s'est équipé d'autres machines qui lui permettent de mieux gérer son temps. Ça permet non seulement de gagner en souplesse de travail, mais aussi en efficacité, parce que en fait, c'est des tâches, repousser la bouffe ou racler du lisier, c'est pas les tâches les plus intéressantes du boulot. Et les robots, eux, non seulement de traire tout le temps et de nous enlever l'astreinte, surtout l'astreinte horaire de la traite, ils nous facilitent aussi la détection d'éventuelles maladies et c'est un outil d'aide à la décision. C'est grâce à un collier à capteur que la machine est capable de suivre le rythme de vie des vaches. Une méthode efficace pour détecter rapidement les problèmes de santé des animaux. Le lait est analysé pendant la traite de la machine qui voit rapidement s'il y a un problème. C'est un gain de temps énorme qui permet de cibler des actions à mener avec une vache en particulier.
On relève un gros paquet de données dessus. Donc derrière, notre boulot d'éleveur maintenant, c'est d'exploiter les données. Et en fait, ça nous donne des symptômes. Et à nous de mettre le nom sur la maladie derrière et de la soigner. Mais c'est vrai qu'on est vachement plus précoce sur la détection des maladies, qu'elles soient du coup métaboliques ou par exemple un problème de mamelle ou de fièvre. Voilà. Et du coup, on intervient plus rapidement et du coup avec des médecines plus douces. Avec 108 vaches sur l'exploitation, impossible de surveiller qui a déjà mangé et pouvoir nourrir celles qui ne se sont pas fait une place pour le repas. Une installation lui permet de donner du foin en 2 fois et à plusieurs reprises dans la journée et la nuit pour qu'elles aient toute l'occasion de manger en quantité. Comme dans un troupeau, il y a les dominantes et les dominées. Les plus qui ont le tempérament un peu plus agressif, elles vont venir manger d'abord. Et les petites derrière, quand le petit robot va repasser, les grosses auront mangé, elles seront parties faire autre chose. Et les petites ont à leur disposition du fourrage frais. Ça permet que tout le monde mange frais et quand elles mangent un fourrage frais et de qualité, ça fait du lait de qualité. Du lait de qualité et de meilleur rendement. François Chameau a vu ses marges augmenter d'environ 5% grâce à l'aide de ses robots. Aujourd'hui, 3 autres éleveurs du secteur sont équipés des mêmes machines. Preuve que l'agriculture 2.0 s'est démocratisée. Elle sera, c'est sûr, l'une des stars de vos desserts pendant les vacances. La fraise est l'un des fruits préférés des Français. Pour éviter les mauvais achats sur les marchés ou en commerce, il est possible de se fier au label rouge, un gage de qualité au cahier des charges très strict, vous allez le voir. Dans le Lot-et-Garonne, 86 producteurs et productrices jouissent de ce label. TV7 a rencontré l'une d'elles, un sujet d'Yvan Branchy, regardez. Un rouge écarlate, synonyme d'une saveur optimale. Ces fraises, Sylvie Zanotti les produit depuis bientôt 20 ans. Et ici, chaque variété est label rouge. Donc il y a eu Gariguette, il y a eu Sifflorette, Charlotte et la dernière là c'est donc la fameuse Mariguette. Taux de sucre, coloration et même emballage. Quand une fraise est labellisée, rien n'est laissé au hasard. Hop, et si l'une des 80 étapes de production n'est pas respectée, direction la catégorie 1. Là, on prend une barquette comme ça où tous les fruits sont à maturité top. Donc là, il n'y aura pas de déception, c'est sûr. Là, dans cette barquette-là, nous avons plusieurs niveaux de maturité. Et donc là, il y aura peut-être une petite différence de goût. Mais pour en arriver là, il a fallu s'adapter. S'il n'y a aucun moyen de lutter contre les mauvaises herbes, bien faire attention de ne pas arracher le fraisier et prendre à la racine. Les produits chimiques formellement interdits ont des alternatives, comme ces plaques adhésives contre les insectes ou des sachets contre les ravageurs. Donc l'intérêt c'est de les laisser au milieu de la plante et les choursky sortent et se nourrissent donc de tout ce qui est trips. Un petit sachet, tout de même 6 à 10 fois plus cher qu'un traitement chimique, mais amorti pour l'instant par le bénéfice du label rouge. La rémunération du producteur, on a à peu près 2 euros. 2 euros à 2,30 €, 2,50 € de plus de rémunération au kilo. Les fraises label rouge sont ensuite vendues en grande distribution près de 17 € le kilo, quand la fraise standard avoisine les 9 €. Dans le Lot-et-Garonne, sur les 17 000 tonnes de fraises produites cette année, environ 600 tonnes sont label rouge. Une histoire d'amitié étonnante à présent dans ce grand JT des territoires, celle d'un retraité et d'un pigeon. Ils ne se quittent plus depuis que Xavier Bouget, habitant des Côtes-d'Armor, a sauvé la vie de Blanchon en 2019. L'oiseau et l'homme sont devenus inséparables et partagent leur quotidien. Un quotidien dans lequel s'est invité le temps d'un reportage. Irvine Blonze, journaliste pour la rédaction de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Blanchon, tu viens? Allez, viens, on va travailler. Xavier Bouget s'adresse à un compagnon d'atelier très particulier. Blanchon, une femelle pigeon de 2 ans, est devenu l'oiseau de compagnie pour ce retraité. Il prend part à ma vie, il prend part à mes occupations, à tout ce que l'on peut faire dans une journée. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs. Tu viens, Blanchon? Viens. Tous les deux sont inséparables et vont même jusqu'à partager la monture pour des balades en vélo. L'histoire d'amour commence il y a 2 ans, quand Xavier trouve sur le bord de la route cet oiseau affaibli. Il était tout déplumé dans les allées de boules et puis il allait être la proie des chats. Je l'ai ramené avec moi dans ma poche
Et je l'ai mis dans mon atelier un petit peu plus loin là-bas, et puis après il fallait le nourrir. Au bout de quelques temps, au bout de 3 semaines à mois, il a commencé à se faire ses ailes. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'ouvrir les portes de mon atelier, les grandes portes de mon atelier. Je lui ai dit maintenant, si tu veux partir, tu pars, si tu es bien avec moi, tu restes. Et depuis, il est là. Une relation étonnante, mais aussi exclusive. Difficile pour Marie-Françoise, qui est pourtant la femme de Xavier, d'approcher l'oiseau sans prendre un coup de bec. Et maintenant, je suis en seconde position, n'est-ce pas? Parce que tout est sur Blanchon. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire attention. Alors avant, on partait se promener tous les dimanches quelque part. Maintenant, si on ne réussit pas à la rentrée, elle écoute. Et il faut partir vite et rentrer vite. La pigeonne est devenue le centre des attentions. Tu le veux? Non, tu veux pas? Et son histoire s'est écrite à travers le monde, dans plus de 180 pays. Tout être humain peut en faire autant. C'est pas un exploit, c'est rien. Ça s'est trouvé que ce petit pigeon s'est trouvé sur mon passage un jour. Je l'ai ramassé parce que j'aime les animaux. Et le reste, c'est fait tout seul. Blanchon et Xavier continueront de vivre leur relation exceptionnelle, sans jamais tenter, l'un comme l'autre, de s'apprivoiser. Une autre belle histoire d'amitié dans cette édition et d'une longévité exceptionnelle, celle-ci, celle du groupe de musique G63. Originaire d'Occitanie et constitué d'une bande de copains, le groupe a fêté il y a peu ses 40 années de carrière, une durée rare dans le milieu qui s'explique notamment par une passion toujours intacte. Christophe Rigaud a rencontré le groupe lors de l'un de ses passages à Paris. Regardez ce reportage. 40 ans de musique et 40 ans d'amitié, c'est une longévité rare dans le milieu du rock. Mais ce ne sont pas les seuls points communs de Serge, Jean-Louis et Olivier, tous membres du groupe G63. Ils sont d'abord tous nés en 1963, d'où le nom du groupe, mais ils viennent surtout d'un petit village de l'Aude, Quillan, des origines qui ont construit l'âme du groupe. On est des Audois, on est d'Occitanie, on le revendique haut et fort parce que la musique n'est pas qu'à Paris. Et aujourd'hui, 40 ans après, l'histoire continue. On écoute beaucoup la musique anglo-saxonne, les Queen, Kansas, les Girls, les Purple, les Zeppelin, tout ce qui va avec. Et on est passionné de ça. Avec un son résolument pop-rock, les textes de G63 parlent de notre quotidien. Le chômage, ça peut être l'amour, ça peut être une difficulté de quelqu'un, voilà, et donc je parle là-dessus. Profiter du temps qui passe, notamment sur un morceau comme un jour ou l'autre, voilà, et ça parle là-dessus. Mais le carburant du groupe, ce sont avant tout les concerts, face à leur public, mais aussi en assurant les premières parties d'artistes reconnus. C'est Patrick Bruel, ça. Il y avait 15 000 personnes. On n'est pas trop habitué à ce genre de choses. Non. Mais on y a pris goût, par contre. Jouer en répétition avec les amis, c'est très très bien, c'est super. Faire de la musique, c'est génial. Mais alors, les concerts, c'est l'aboutissement de tout ça. C'est le plaisir, mais alors à l'état pur. De passage à Paris, le groupe a fait un petit détour par une salle mythique, l'Olympia. Un rêve pour ses musiciens, mais pas une fin en soi. Quand on fait de la musique, la première notion, c'est la notion de partage. Nous, qu'on joue à l'Olympia ou qu'on joue sur une charrette, c'est pareil pour nous. C'est le partage. Mais c'est vrai que ça serait l'aboutissement et la récompense de beaucoup d'années de complicité, beaucoup d'années de travail. Et ça serait génial de montrer que des gens de l'Aude, d'Occitanie, peuvent aussi, un jour, avoir leur place à l'Olympia. Après 40 ans d'existence et 6 albums, G63 ne compte pas s'arrêter là. Un 7e opus est en préparation avec un seul mot d'ordre, continuer à donner du plaisir au public, dans l'Aude et partout ailleurs. Des balades en plein air ou de longues marches ou encore des randonnées, vous en ferez sûrement beaucoup cet été. Dans les Vosges, les accompagnateurs en montagne permettent aux curieux et aux touristes de découvrir les richesses de la faune et de la flore locale. Parmi elles, le chamois captive l'attention, car pour apercevoir cet animal, mieux vaut s'équiper de jumelles et d'un bon appareil, comme Thierry Lasson de la rédaction de Vosges Télévisions. Regardez. Ce mercredi, en fin d'après-midi, Maxime, accompagnateur en montagne, emmène une dizaine de randonneurs sur les crêtes vosgiennes. La météo y est en effet on ne peut plus idéale pour l'observation du chamois. Et en effet, on ne tarde pas à en apercevoir un. Mais il est beaucoup trop loin pour le zoom de notre caméra et sur le moment, avouons-le, c'est un peu décevant. Mais à quelques centaines de mètres plus loin, regardez qui s'invite à la fête.
Pas vraiment farouche, ce mâle d'une quarantaine de kilos, qui va faire durer le plaisir d'ailleurs et se laisser photographier sous tous les angles. Le seul prédateur qu'il a, c'est le loup et le lynx. Il n'a pas beaucoup sur le massif. Donc on peut le voir plutôt sereinement. On pourrait presque le caresser par moment, il faut surtout pas le faire. Voilà, si on est déjà à 10 mètres, c'est déjà vraiment beau. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, plus proche pour le voir, quoi. C'est pas souvent qu'on voit des chamois, alors c'est bien aussi. Et vous en aviez jamais vu jusque-là? Bah, qu'en photo. Bah, c'est super. Dommage, j'ai pas le bon appareil photo, mais bon, j'ai pu me débrouiller avec mon téléphone. Mais je compte bien revenir pour faire d'autres photos et découvrir d'autres. Parfois, il y a des photographes qui font des plus belles photos que nous, donc ça nuit pas, ça remplace pas l'instant vécu. Regardez avec ses yeux et pas avec l'appareil. Ouais, c'est beaucoup mieux. Les zones de prédilection de l'animal sont ces cirques glaciaires. Il y est en effet parfaitement adapté. Il a des sabots très adaptés pour tenir sur les rochers et la glace. Il a une très grosse cage thoracique, un très gros cœur, et il a beaucoup plus de globules rouges que l'être humain. Donc toutes ces caractéristiques font que c'est un animal qui peut monter et descendre dans les cirques glaciaires très facilement. Le chamois vit entre 15 et 20 ans pour les plus vieux. Et la période des naissances a lieu fin mai, début juin. Bien qu'appartenant à la famille des bovidés, l'animal, on le voit, est bien plus proche de la chèvre de montagne, car il est de la sous-famille des caprinés. Le ruminant a été introduit dans le massif en 1956, précisément 11 chamois d'Uffelberg en Allemagne. Et aujourd'hui, on en compte 1 millier, une population qui doit être régulée. On régule le chamois là, sinon il y a trop de consanguinité. Les chasseurs tuent le chamois normalement chaque année. Et aujourd'hui, on en prend d'ici pour introduire dans d'autres endroits, dans d'autres massifs de France ou même d'ailleurs. Parole d'accompagnateur, à chaque fois le chamois était au rendez-vous. Quant à notre invité surprise, il est reparti lasser les photos vers d'autres cieux. La force est-elle avec vous? Si oui, ou si vous souhaitez la trouver, vous serez peut-être intéressé par la pratique du sabre laser. Cette activité issue de l'univers de Star Wars se développe un peu partout en France, et notamment à Limoges, où le cercle d'escrime local propose des cours. Benjamin Delmas a suivi l'un d'entre eux avec des apprentis de Jedi. Un reportage dans une galaxie pas si lointaine pour cette à Limoges. Regardez. Les Jedi à Limoges, tout droit sortis des films Star Wars. Une dizaine de padawans venus apprendre le sabre laser. La lumière, les mouvements, tout y est, même les références. Même Yoda avait des genoux. En tout cas, il bougeait plus. Hein, et il était moins Playmobil. Mais avant de protéger Limoges et la galaxie, il faut s'échauffer correctement, car le sabre laser n'est pas un jeu, mais bel et bien un sport. Ce type d'escrime, d'abord, il s'est développé un peu sauvagement, pas forcément à Limoges, surtout après les films qu'on connaît bien. Ça a été une pratique sauvage aux États-Unis. Et il y a 5 ans, 6 ans, la Fédération française d'escrime s'est décidée à se dire c'est de l'escrime aussi et on va mettre des règles. Tout commence par l'apprentissage de la technique. Les mouvements sont chorégraphiés, répétés en binôme. L'objectif du maître Jedi, apprendre à ses élèves des mouvements qu'ils reproduiront au combat. Et on arrive derrière la cuisse gauche. Un style de combat proche des arts martiaux avec une véritable arme en main. Les sabres laser utilisés sont loin d'être des jouets. Une lame en polycarbonate qui peut très bien casser un doigt ou casser même peut-être un bras ou une jambe. Hein, c'est très très dur, c'est la même matière que les boucliers des CRS ou les hublots des avions. Depuis 2018, le sabre laser est la 4e arme de l'escrime, comme le fleuret, le sabre et l'épée. On apprend des bases, parer, attaquer, mais en fait c'est une chorégraphie pré-appris pour après aller de plus en plus vite pour ensuite faire du spectacle du coup. À Limoges, ces Jedi sont une quinzaine, comme partout en France leur nombre est grandissant. La discipline compte désormais près de 1400 licenciés, prêts à défier les étoiles. De retour sur Terre, on referme cette édition avec une idée de sortie et une exposition si vous êtes de passage en Principauté de Monaco. L'espace pour l'art contemporain, Le Quai, c'est son nom, expose les œuvres monumentales de l'artiste Sofia Stevi jusqu'au 14 juillet. Des peintures sur plusieurs mètres de long inspirées d'estampes japonaises, de l'art byzantin ou encore de la culture grecque. Écoutez à ce propos l'artiste au micro de Monaco Info, elle détaille son travail.
It was a very active painting. You had to move it all the time. As a painter, at the end I was inside my work all the time, and it was very beautiful to be able to work this way. The story is not linear, it's more cyclical. In some places you go close, in some places you go far away, in some places it's empty, and then you have a lot of information together. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.